Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Aura d'experts. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Stéphanie Grelle, expert comptable et associée dans un cabinet de plus de 90 personnes présent à Lyon et Villefranche-sur-Saône. Elle est également élue à l'Ordre des experts comptables et présidente de la commission déontologie. Elle va nous parler de son parcours et de sa vision du métier. Bonjour Stéphanie, tu es née un 13 octobre, tu es donc du signe de Balance. Les traits dominants de ce signe, c'est sens aigu de la justice, intelligence relationnelle, sens de l'harmonie, France tranquille, autorité comme. Lequel te caractériserait le plus? C'est compliqué, je dirais peut-être la justice, le sens aigu de la justice. Je suis étonnée. Stéphanie, on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir au moment de ta naissance. Tu es née à Bordeaux, on se retrouve aujourd'hui à Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte familial tu es née, pourquoi, comment tu es arrivée à Lyon? Ah bah ouais. On a un peu de temps, parce que ça peut être très long. Donc je suis née à Bordeaux parce que mes parents se sont retrouvés à Bordeaux. Ma mère venait du Maroc et mon père de Nevers. Et chacun... ma mère a été rapatriée, a atterri à Bordeaux, et mon père, je ne sais pas pourquoi, a atterri aussi à Bordeaux. Ils se sont rencontrés à la fac, et très vite, ils se sont mis ensemble et je suis arrivée. Et après, mon père avait un job qui faisait qu'on déménageait tous les 2 ou 3 ans à peu près. Donc j'ai fait à peu près tout le sud de la France, donc Toulouse, Nice, Nîmes, Montpellier, et j'ai rencontré un Caladois, et voilà pourquoi je suis arrivée à Villefranche et à Lyon. Entendu. Et du coup, t'as des frères et sœurs? Alors, j'ai un frère et j'ai après une demi-sœur et un demi-frère. Ok. Et du coup, ton rêve d'enfant, est-ce que tu souhaitais déjà être expert comptable? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais... Alors, quand j'étais plus jeune, enfant, je ne me rappelle pas bien, Ouais. mais plus jeune, je voulais être médecin. Oui. Et en fait, quand j'ai terminé ma seconde, on m'a expliqué que basculer en scientifique, c'était pas pour moi. Voilà. Donc, du coup, je me suis rabattue sur un bac à l'époque B, qui maintenant est un bac ES. Et petit à petit, voilà, je suis partie sur autre chose que la médecine, puisque la médecine n'a pas voulu de moi. Du coup, tu as découvert la filière expertise comptable à quel moment, si tu t'en souviens? Tard. Comment? Ouais. Donc en fait, j'ai fait mon bac ES, on va dire. Après, je suis partie. J'avais des copains qui étaient en fac de sciences éco et qui m'ont dit c'est super sympa la fac à Montpellier, puisque j'étais à Nîmes quand j'étais en terminale. Et donc j'avais des copains à Montpellier. Montpellier, c'est une ville étudiante. À l'époque, il devait y avoir 200 000 habitants et 30 000 étudiants. C'est au bord de la mer. Enfin, c'est très très sympa pour faire des études. Donc je suis partie rejoindre mes copains en fac de sciences éco. Donc j'ai fait un doc de sciences éco. Et arrivé au terme de ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire à part prof de éco, etc. Donc fallait trouver autre chose. Du coup, j'ai fait un salon de l'étudiant. Il y avait un stand de l'ordre et je suis tombée sur un expert comptable adorable. Alors quand je dis adorable, c'est au second degré, qui m'a dit que c'était pas un métier pour une femme, que j'avais rien à faire ici. Globalement, voilà. Et du coup, je me suis dit bon, ok. Et je crois que j'ai posé la question, mais ça gagne combien un expert comptable? Et à l'époque, je crois qu'il a dû me répondre, non, on est autour, alors on était en francs, on est autour d'1 million. Donc je me suis dit, ça c'est bien finalement, donc je vais aller sur ce boulot-là. Non, et trêve de plaisanterie, je m'étais un peu renseignée, et à l'époque, il y avait des filières MSTCF et MSG, donc qui aujourd'hui, ça doit être Master CCA et je sais pas quoi. Donc j'avais passé le concours pour entrer en MSTCF que j'ai eu. Et donc, voilà, j'ai fait mon MSTCF. Mais j'avais quand même envie de rentrer dans la police, d'où la petite justice. Donc, j'ai passé en même temps le concours de commissaire de police, que j'ai eu, à l'écrit. Et je ne suis pas allée passer l'oral parce que c'est mon père qui était très inquiet de me voir potentiellement rentrer dans la police, m'avait fait rencontrer une commissaire de police qui m'avait dit « Écoute, tu vas te retrouver à Paris, aux mœurs ou aux stupes, ça va être compliqué. Avant de rentrer en brigade financière,
c'est long. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai basculé MSTCF, des ESCF et stage DEC. Et du coup, ta première expérience en cabinet, là, au moment où tu te confrontes au monde du travail, c'est par de l'alternance ou Pas du tout. pas du tout? Alors après, le contexte était très différent de maintenant. C'était en 94. Je cherchais du boulot à Montpellier, puisque j'ai fait mes études là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas de boulot. Et les cabinets, même licenciés. C'est-à-dire qu'à Montpellier, on avait des cabinets comme KPMG qui se débarrassaient de personnes plutôt qu'ils en embauchaient. Et donc, c'était compliqué. J'avais pas envie de chercher du boulot à Paris parce que c'était bien trop au nord pour moi. Quand on a vécu dans le sud, voilà. Bon. Donc j'avais tracé une ligne Bordeaux-Lyon et j'avais dit je vais pas au-delà. Et comme je disais, entre-temps, j'ai rencontré un Caladois et du coup, je me suis dit Lyon, pourquoi pas. Donc je me suis installée à Villefranche chez sa maman à l'époque pour chercher du boulot. J'ai envoyé 180 CV à Lyon. J'ai eu un entretien, un seul. Voilà. Et en fait, tous les matins, quand j'allais poster mon courrier, parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Désolée, mais... Donc, j'allais poster mon courrier et je passais devant le cabinet Seralp. Et un jour, je me suis dit, mais t'es complètement débile, tu vas t'arrêter, puis tu vas demander si... Et je suis rentrée. Et j'ai été embauchée. Et voilà. Et t'es pas encore ressortie. Voilà, exactement. Donc, en fait, j'ai pas choisi parce qu'on ne pouvait pas choisir à l'époque. Donc... Et à ce moment-là, donc tu sortais de master à ce moment-là J'avais terminé. En fait, j'ai eu mon MSTCF en juin. J'ai passé le DSCG, enfin le DESCF à l'époque, en novembre. Et je suis rentrée au cabinet novembre de l'année d'après, parce qu'en fait, comme j'étais à Montpellier et que je cherchais du boulot, je ne trouvais pas. En attendant, mon prof de compta m'avait proposé de faire des TD à la fac. Donc, je donnais des cours de compta aux docs de droit, donc aux gens qui préparaient du droit, voilà, pour m'occuper. Donc, en fait, ça a été un an après avoir mon DESCF que j'ai intégré le cabinet. Et au moment où tu passes des diplômes, ou même quand tu rentres dans le cabinet, tu avais ce souhait-là d'être expert comptable et à ton compte associé ou... Oui, c'est toujours le discours que j'ai tenu en disant je rentre ici. Moi, mon but, c'est d'être expert comptable et soit de m'associer, soit de partir. Parce que je me disais peut-être aller travailler à l'étranger, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc je ne savais pas encore, mais je voulais être diplômée, ça c'est sûr. Parce que je me disais au moins, tu as le diplôme en poche et après tu en fais ce que tu en veux. Donc voilà. Donc là, à ce moment-là, tu rentres, tu prends un poste de collaboratrice comptable, ouais, j'imagine. C'est ça. J'ai fait du BNC pendant 6 mois. BNC. Et petit à petit, comment on en vient à devenir DG finalement? Alors ça se fait dans le temps. Hein. Ouais. Donc je suis rentrée en 1er, on va dire janvier 96, donc dans le cabinet Seralp. J'ai été diplômée en janvier 2000. Mon associé, à l'époque, le fondateur du cabinet m'avait dit dès que tu es diplômé, on t'associe. Et c'est vrai que avec le développement de la clientèle, etc., il y avait de quoi nourrir largement un expert comptable supplémentaire. Donc, du coup, dès que j'ai été diplômée, j'ai racheté des parts, je me suis associée. Voilà. Et je pense qu'il faut... Moi, je dirais, je me suis sentie légitime au bout de 5 ans, je vais dire. Après être passée associée? Oui, après être diplômée. Après être diplômée. Vraiment, j'ai été diplômée en 2000, mais j'ai véritablement senti une vraie légitimité, à peu près 5 ans après. Et quand tu rentres, le cabinet, il fait quelle taille? On est 15. Aujourd'hui, il fait quelle taille? On est 90. Voilà, après, bon, c'est aussi plein d'opportunités. C'est vrai que d'être sur un petit territoire et d'avoir comment dire, une implication dans le territoire fait aussi que voilà, on nous reconnaît. Voilà, on a toujours travaillé sur la disponibilité, la qualité. Donc, voilà, il y a plein de gens qui venaient à nous assez facilement. Donc, que de la croissance interne? Pratiquement. On a fait quelques petits rachats, notamment quand on s'est installé sur Lyon. On a racheté une petite clientèle sur Lyon, parce que Lyon, c'est différent. Ouais. Mais sur Villefranche, ça a été que de la croissance organique. Et du coup, la croissance organique, tu dirais qu'elle est plutôt subie aujourd'hui? Ou alors vous arrivez à la maîtriser? Parce que finalement,
On ne maîtrise pas les personnes qui vont nous appeler. Voilà. On est d'accord. Donc, Alors c'est vrai qu'on n'a pas de démarche commerciale en tant que telle aujourd'hui, c'est vraiment le bouche à oreille. Elle n'est pas maîtrisée, mais on met en œuvre des moyens pour qu'elle puisse être traitée. C'est-à-dire qu'on a toujours embauché des jeunes. On a aujourd'hui on a des experts comptables jeunes. On a eu Laurane qui a été diplômée là il y a quelques jours, donc elle était super contente. Elle a démarré comme apprentie au cabinet en BTS quand même. Donc on a toujours travaillé là-dessus en disant on prend des jeunes, on les forme, on fait tout pour les garder. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, arriver à garder les talents qu'on a. Et pour pouvoir justement, quand ils arrivent, quand ils ont le diplôme, les alimenter en termes de clientèle. Donc il y a toujours eu ce ruissellement, mais ça, je pense que le fondateur du cabinet, Daniel, donc, qui est parti à la retraite en 2022, nous a formés et élevés comme ça. Aujourd'hui, vous êtes combien d'associés, du coup ? Aujourd'hui, on est 6. D'accord. Mais on est, on va dire, au moins 2 à n'avoir travaillé qu'à Serralp et à avoir démarré ensemble. Et quand il y avait Daniel, on était 3 clones. Okay. Non, mais c'est vrai, à travailler de la même façon, à avoir la même philosophie, la même approche des choses. Donc ça a fait du bien aussi de rentrer d'autres associés qui venaient d'univers différents, parce que ça a permis aussi de développer certains secteurs comme le commissariat aux comptes où on n'était pas forcément bon. Donc on a eu la chance d'avoir une associée qui nous a rejoint, qui a développé toute cette partie-là, puis une deuxième qui arrivait d'un gros cabinet. Donc en fait, tout s'est bien goupillé globalement dans le développement du... Est-ce que chacun aujourd'hui a un petit peu sa spécialisation ou un secteur un peu privilégié? Oui, on va dire. On a 2 associés, un troisième là qu'on devrait associer tout début d'année, qui sont plutôt commissariat aux comptes. Et après, on est plutôt 3 expertises comptables. Laurane elle fait un peu des 2, mais plutôt un peu plus la fibre expertise. Donc, voilà. Et puis après, on a d'autres jeunes qui devraient être diplômés, je pense, j'espère, fin 2026 et 2027. Du coup, tu as vu le cabinet passer de 15 à 90 personnes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une taille de cabinet finalement dans lequel tu t'es senti le mieux? Non. Et je pensais chaque fois, on se disait 15, on est trop gros ou trop petit, donc on va passer à 25. Voilà. Et là 90, on est trop gros, on est trop petit, quoi. Donc je pense que non, il n'y a pas de... La notion de taille critique finalement n'existe pas vraiment. Pour certaines choses, il y a des tailles critiques qu'on va passer, mais ça engendre d'autres problématiques ou d'autres besoins, ce qui fait qu'à chaque fois... d'autres soucis. Oui, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus, j'en sais rien. Donc voilà, on essaye chaque fois de mettre de l'organisation. C'est surtout ça, arriver à gérer effectivement la croissance et mettre de l'organisation pour pouvoir stabiliser les choses et pouvoir repartir une croissance saine, sereine. Oui. Et tu parlais de la problématique de recrutement. Ça, vous, comment vous arrivez à le gérer? Est-ce que vous arrivez un peu à fidéliser ou... Alors, on a énormément travaillé effectivement sur la fidélisation de nos collaborateurs. Ça, c'est, je pense, un point vraiment important. On a aussi la chance d'être sur un plus petit territoire. C'est vrai que Villefranche, c'est pas Lyon. Maintenant, on a un cabinet sur Lyon. On voit que c'est bien plus compliqué. Parce que c'est vrai que les gens qui sont globalement à 10 minutes du cabinet de Villefranche, ils n'ont pas spécialement envie de partir bosser à Lyon. Donc ça réduit quand même. Mais malgré tout, c'est compliqué. Donc, on a énormément travaillé sur le temps de travail, la qualité de l'organisation, la qualité du travail, la formation des plus jeunes. On a embauché des gens qui venaient pas de cabinet, des gens qui venaient d'entreprises. On a essayé de diversifier les profils et chaque fois d'essayer de placer la bonne personne à la bonne place. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui pouvaient ne pas convenir et finalement, si on changeait un peu quelque chose, soit... on peut adapter finalement les postes pour essayer d'adapter au mieux et de se dire la personne, elle a quelque chose et il faut qu'on arrive à
à mieux l'exploiter pour la mettre véritablement. Je pense à... On a une collaboratrice qu'on avait embauchée pour l'accueil du cabinet. Et au bout de 3 semaines, on s'est dit, on ne peut pas la laisser à l'accueil. Aujourd'hui, elle fait du social, elle fait des payes. En fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait un master RH. Et comment, du coup, tu arrives à déceler qu'elle n'est pas à la bonne place? Est-ce que Parce que très vite, on se dit, la personne, il y a un truc, elle s'intéresse. C'est des remontées de terrain. Voilà, c'est des remontées de terrain, Okay. c'est de se dire... ouais, et elle avait juste envie de travailler, elle avait pris ce job-là parce qu'elle ne trouvait pas dans son domaine. Jamais elle aurait pensé à le bosser dans un cabinet, faire de la paye, et finalement, aujourd'hui, voilà, c'est top. Donc, en parlant de fidélisation, on est dans un secteur où aujourd'hui, on a des problématiques pour à la fois recruter, être attractif et conserver les talents. Alors j'entends que vous avez fait beaucoup d'efforts là-dessus. Est-ce que tu peux partager auprès de nos consoeurs et nos confrères qui nous écoutent et certains qui nous regardent les priorités finalement à mettre en place dans un cabinet quand on part un peu de loin et qu'on rencontre ces problématiques? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier d'après toi pour arriver à être attractif, fidélisé? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire en premier, mais il faut écouter les gens, essayer d'intégrer au mieux leurs problématiques. Hein. Après, je ne dis pas qu'il faut passer sur tout, mais nous, très tôt, on a accepté des temps partiels. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée au cabinet, on avait déjà 1 ou 2 personnes à temps partiel, et très vite on a accepté qu'il y ait des gens qui soient à 4/5e, voire à 3/5e. Voilà, des choses un peu... alors maintenant, c'est tout à fait banal. Si on se replace 30 ans en arrière, enfin 25 ans en arrière, c'était pas du tout, c'était compliqué. Et voilà, le fait d'être une femme, justement, c'est un métier qui est quand même pas mal féminin dans les collaboratrices. Donc j'ai une autre associée, enfin maintenant on est 3 associées femmes, mais à cette époque-là, en 2000-2001, on était 2. Et c'est vrai qu'on avait, nous, des enfants aussi en bas âge, donc certaines contraintes. Donc on était capable de mieux comprendre les contraintes de nos salariés. Moi, quand mes gamins étaient malades à l'école, c'est moi qu'on appelait pour venir les chercher. Donc voilà. Mais d'un autre côté, quand j'avais besoin de prendre un rendez-vous chez le pédiatre, si moi j'arrivais à le prendre à 18h, les autres pouvaient aussi le prendre à 18h. Donc ça a permis aussi peut-être de mieux se comprendre, d'adapter des choses, et puis de discuter. Enfin, moi, la porte de mon bureau est toujours ouverte, donc n'importe quel collaborateur peut rentrer, venir discuter avec moi de problématiques. Voilà, on essaye d'être proche de nos équipes pour pouvoir les écouter et les entendre, surtout. Ouais. Ils sont importants. Après, pour trouver les profils, c'est compliqué. Donc, nous, on a créé un cabinet de recrutement. Donc, comme ça, on en avait marre de fonctionner avec les cabinets de recrutement. Donc, on a créé à 50-50 avec un autre cabinet, une filiale qui fait du recrutement pour nos 2 cabinets. Okay. Exclusivement, du coup, pour vos 2 cabinets? Oui. Okay. Et un peu pour nos clients. Quand on a des clients qui cherchent des postes administratifs, on peut solliciter la personne. Mais voilà. Ouais, sur ça directement. Ouais. Ça fonctionne, du coup? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, on est plutôt contents, oui. On voit aussi que dans notre profession, il y a des grosses évolutions par les outils, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la financiarisation. Ça, toi, au niveau du cabinet, comment vous le voyez arriver? Comment vous l'anticipez avec l'arrivée de nouvelles associés aussi, ça peut aussi faciliter certaines choses. Mais comment vous traitez un peu cet aspect-là? Vous voulez un scoop? Je sais pas si on veut un scoop, mais... Non, très, très brièvement, donc, on a l'associé historique qui est parti à la retraite en 2022. J'ai donc une associée qui va partir au 31 décembre 2026. J'en ai un autre en 2028, début 2027, puis un autre en 2028. Donc, on a bien réfléchi effectivement là-dessus. La financiarisation, moi, un fonds... c'était pas possible, mais pour moi, et mes autres associés plus jeunes, on s'est dit, nous, on veut rester indépendants, on veut pas faire entrer de fonds dans le capital. Donc, on a cherché, moi, j'ai beaucoup regardé d'autres cabinets, etc. Et donc, on s'est marié avec un autre cabinet. Voilà. Donc, de se rapprocher. Voilà. Donc, on s'est rapproché d'un cabinet qui est dans le Grand Est. Et on va maintenant travailler...
à ce rapprochement complet, parce que c'est une vraie fusion de 2 cabinets. Hein, donc, on est parti dans cette nouvelle aventure. Ok. Et comment on choisit avec qui, du coup, on fusionne? Parce que c'est quand même un Comment gros... on choisit? Alors, nous, on était contactés régulièrement par soit des cabinets, soit de fusion-acquisition, soit des fonds directement. Donc, moi, et des gros cabinets. Moi, j'ai eu des relations avec quelques gros cabinets. Donc, là-dessus, on est complètement inadapté. Ouais. Je veux dire, quand on a travaillé en indépendance complète depuis plusieurs années, enfin aussi longtemps, moi je ne me voyais pas me retrouver associée dans une grosse structure. Je ne me voyais pas non plus avec, comme je disais, un fonds d'investissement. Donc pendant 2 ans, j'ai été à l'écoute du marché, etc. Et puis un jour, on a trouvé... Donc on cherche des personnes comme nous. Qui ont une vision finalement similaire, c'est ça? Une approche similaire des choses, une approche, une volonté de travailler en commun, une approche client aussi similaire. L'humain est important puisque dans nos cabinets, l'humain, les collaborateurs, c'est essentiel. Donc il fallait aussi qu'on ait cette vision commune de... Qu'est-ce qu'est un cabinet? Comment on fait pour le développer? Comment on entraîne les hommes, etc., etc. Donc, on a eu la chance de se rencontrer, mais presque comme dans un couple. Pourquoi, à un moment donné, faut être là au bon moment, au bon endroit, et voilà. Ok, donc un gros projet avec un changement de marque ou pas? Oui, et on travaille dessus, donc c'est pour ça que je ne peux encore rien dire, parce que l'idée, justement, c'est d'enlever nos 2 noms et de créer un nom commun. C'est très, très compliqué, je trouve, de trouver quelque chose qui nous plaît et qui va... Oui, qui fait sens pour les identités, qui fait sens. Qui soit disponible en termes de nom de domaine, de dépôt. Tout ça. Beaucoup de paramètres. Du coup, ça ferait passer le cabinet en termes de taille, grosso modo, ça nous ferait... On devrait être 350. Ok. Et ça fait... Oui, ça commence. La question des outils, elle était au centre des échanges aussi ou... Alors, oui et non. C'est-à-dire, on a bien entendu des outils communs, mais pas tous. Et on se disait, est-ce que, justement, ce n'est pas une opportunité de dire, plutôt que de faire basculer l'ensemble sur un outil, le leur ou le nôtre, de se dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt, justement, à garder 2 outils pour peut-être être... un peu plus flexible, plus flexible, plus réactif, plus indépendant aussi. Plus indépendant aussi. Donc, à aujourd'hui, on a plutôt dit, on va rester en l'état et on voit comment ça se passe. En sachant qu'aujourd'hui, les outils, je veux dire, se connectent entre eux, c'est pas trop une difficulté. Et au niveau des équipes, parce que du coup, il va falloir embarquer tout ce petit monde dans le projet, ça peut être source aussi d'inquiétude. Est-ce que ça, comment vous l'anticipez ou... Oui, alors après, on l'a annoncé à nos équipes au mois de décembre, donc on a expliqué le projet tel qu'il était. Après, je pense que nos équipes sont aussi rassurées parce que nous on l'est. C'est-à-dire que moi et mes plus jeunes associés, on est là, on reste, on est dans le projet. Donc, puis ils sentent que vous êtes convaincus par le projet, donc bien sûr, donc qu'il y a un vrai intérêt. Et puis on avait la chance, nous, on avait, on va dire, peu de back-office par rapport à la taille du cabinet, et eux en ont plutôt pas mal. Donc du coup, on n'a pas de problématique en se disant, mince, on va avoir 2 personnes au même poste, parce que nous, on était plutôt dans une phase à se dire, il va falloir qu'on staffe un peu le cabinet, parce que on arrive au bout de ce qu'on peut faire, et ça va devenir très compliqué. Donc du coup, on n'a pas ces problématiques qu'on peut avoir dans certaines fusions, où on se dit, mince, il y a un poste et il y a 2 personnes. Nous, on n'a pas du tout cette problématique, au contraire. Donc une belle anticipation finalement au niveau de l'évolution du cabinet en lui-même, avec ses départs programmés d'associés qui partent à la retraite. Exactement. Et puis s'adapter au monde qui change. J'imagine, en tout cas, en termes de vision globale. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous communiquez avec
avec les collaborateurs, d'ailleurs sur l'arrivée de la facture électronique notamment. Ah bah oui, et on a mis en place justement au niveau du cabinet une réflexion, on va dire transverse. On a plusieurs personnes qui s'occupent de ça pour avancer et embarquer les clients au mieux. Donc oui, on est là-dedans et justement aujourd'hui, bon, on est un peu plus tranquille parce que voilà, on se sent moins seul. C'est vrai que moi, je suis rentrée au cabinet, je me suis associée parce que je voulais pas être toute seule. J'ai toujours travaillé en commun. Mes associés, c'est pareil. Donc voilà, l'idée de continuer à garder une taille avec des associés, avec des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Enfin, moi, je serais incapable de travailler dans un cabinet où je suis moi toute seule avec quelques collaborateurs. J'en suis mais vraiment incapable. Donc voilà, là, ça permet de continuer à travailler, à faire grossir le cabinet, mais dans cet environnement qui nous convient. Et là, vous serez combien d'associés À peu près 20. Ça va être une toute autre organisation. Exactement. C'est un sacré projet. Exactement. Bon. Tu as une autre fonction aussi, une fonction ordinale. On parlait de ton côté justice. Tu es présidente de la partie déontologie. Tu es quelqu'un de très investi pour la profession. Et alors, depuis 2016, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui ton rôle et ce que ça représente la déontologie, même si, bon, normalement, les confrères doivent savoir ce que c'est. Mais voilà, plus concrètement, un peu les actions et ce que tu peux faire pour l'ordre. Alors déjà, je suis arrivée à l'ordre, j'ai été approchée, on va dire, par Damien Dreux quand il constituait sa liste, donc voilà. Et moi, j'ai toujours été investie dans, on va dire, les diverses associations quand je faisais mes études, etc. Donc c'était quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai dit oui assez facilement. Et comme d'habitude, quand je m'embarque dans un truc, voilà, si ça me plaît, donc j'y suis allée. Donc au départ, j'avais pris quelques commissions plus, on va dire classiques, moins régaliennes. Et après, je me suis intéressée au tableau. Et à un moment donné, il a fallu prendre la déonto. On m'a dit, tu veux pas la prendre ? Bon, si vous voulez, alors je la prends. Et finalement, j'ai découvert une matière qui m'a beaucoup plu parce que notre profession donc a des règles déontologiques et ces gages de qualité, de respect de la clientèle, ces gages pour l'intérêt général, enfin ça a vraiment du sens. Et du coup, s'occuper de cette partie-là, c'est super intéressant parce qu'on voit beaucoup de litiges, on voit, voilà, mais on voit aussi tout ce qu'on peut faire pour aider les cabinets, pour les faire progresser, pour venir au soutien de certains confrères, etc. Donc ça a à la fois un côté qui peut faire un petit peu peur, mais finalement, on est plutôt là on aide beaucoup les confrères dans ce qu'on fait, dans les litiges, etc. Et on est garant vraiment de la profession et des règles qu'on peut applicables. Donc, que ce soit les litiges, tu parles de litiges, c'est plutôt des litiges entre confrères, entre confrères, avec les clients, avec des salariés, avec des experts comptables. Alors, avec les salariés, on ne traite pas du tout. D'accord. Même s'ils sont des mémorialistes. Alors, si, après, avec les mémorialistes, comme ils touchent à l'ordre, effectivement, oui. Mais les salariés lambda, ça, on n'y touche pas. Par contre, effectivement, on va toucher à tous les litiges entre confrères, ou confrères avec un mémorialiste qui s'en va et qui pourrait emporter quelques clients, et entre confrères et clients. Aujourd'hui, de toute manière, tous les confrères et consoeurs ont l'obligation, de toute manière, en cas de litige avec un client, de proposer une solution amiable, soit de conciliation, soit d'arbitrage auprès de l'ordre. Ça, c'est une obligation que nous avons déontologique. Et depuis maintenant quelques temps, nous avons aussi cette obligation entre confrères. C'est-à-dire que quand il y a un litige
entre deux experts comptables. Avant d'en arriver aux mains, non, il y a obligatoirement une sollicitation de l'ordre qui va proposer de mettre en place soit une conciliation, soit un arbitrage pour pouvoir essayer de régler ce litige. Pour nous donner un ordre d'idée, le volume de litiges qu'il y a à gérer. C'est énorme. Alors heureusement, certains, on arrive à les gérer juste avec des courriers parce que on remet un peu de dialogue, on demande les points de vue, etc. Mais on va dire qu'il y a à peu près il y a 10 000 sollicitations, questions. Alors c'est pas que des litiges, hein, on peut avoir des questions, etc. Mais on répond à peu près, on traite à peu près 10 000 dossiers sur l'année. C'est énorme. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu justement les solutions un peu amiables auxquelles les confrères peuvent accéder pour qu'on comprenne concrètement, en fait, si j'ai un problème avec un client ou avec un confrère, comme tu as dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, première chose, on saisit l'ordre. Donc, quand je dis on saisit l'ordre, c'est qu'on envoie un courrier à l'ordre pour exposer le litige. Donc, avec un client, ça peut être un souci de règlement d'honoraires, des choses comme ça. Quand c'est des problématiques d'erreur, là, on a une assurance. Donc, ça, c'est pas l'ordre qui va gérer. On fait une déclaration auprès de son assurance en disant, voilà, j'ai fait une erreur sur une déclaration, un truc. Et donc, voilà. Mais donc, sinon, si c'est un litige honoraire, on sollicite l'ordre. Ou si c'est un litige entre confrères, pareil, on sollicite l'ordre. Et donc, deux procédures sont possibles, la conciliation et l'arbitrage. Donc, la conciliation, c'est quoi? On va se mettre autour d'une table avec le conciliateur. Donc, le conciliateur va réunir les parties et va essayer de les amener à trouver une solution amiable au litige, mais en faisant discuter les parties. Voilà. Donc, en essayant de dire, de couper la poire en deux, pas en deux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment amiable et on peut discuter et on peut arriver à un PV de non-conciliation. Si on n'arrive pas à trouver une solution, le conciliateur va dire « je n'arrive pas à trouver de solution, donc je rédige un PV de non-conciliation ». Et à ce moment-là, les parties retrouvent la liberté d'agir devant une juridiction, par exemple. L'autre solution, c'est l'arbitrage. Donc ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire que l'ordre va nommer un arbitre, et cet arbitre va regarder les pièces de part et d'autre, va étudier le litige, va donc prendre connaissance de l'ensemble des éléments, et c'est lui qui va décider de trancher le litige en donnant raison ou tort à l'un ou à l'autre, ou en déterminant souvent, quand il y a des problématiques d'honoraires, en déterminant est-ce que les honoraires sont dus? Oui, non. Si oui, dans l'intégralité ou pas. Et il peut être amené à déterminer un montant différent de celui qui est facturé. Voilà. Et là, il n'y a pas de recours possible. C'est la décision d'arbitre qui s'applique à l'ensemble des parties. Et est-ce que le client, ou le confrère peut choisir l'une ou l'autre des procédures? Oui. Et la procédure ne peut s'appliquer que quand les deux sont d'accord. Si le client ne veut pas concilier, ne veut pas de procédure, il ne peut pas y en avoir. Si c'est l'expert comptable qui n'en veut pas, en général, je lui passe un petit coup de fil en lui disant qu'il n'a quand même pas trop le choix de faire une conciliation parce que c'est quand même prévu par nos textes. Voilà. Qu'après, il ne concilie pas, ok, mais qu'il essaye au moins de se mettre autour d'une table pour essayer de discuter. Et tu fais aussi partie, alors, dans un autre aspect, de l'association aussi des femmes expertes comptables. Tu en parlais au tout début, que tu disais que tu avais rencontré un charmant expert comptable, que tu avais bien envie. On remarque que c'est vrai que dans notre secteur d'activité, il n'y a pas encore énormément de femmes. Pourtant, on est assez nombreuses dans les études et on voit que plus on monte, finalement, moins il y en a. Est-ce que tu penses que finalement, c'est peut-être nous-mêmes qui nous mettons des barrières par des croyances un peu limitantes ou un peu par l'image de la société où effectivement, comme tu disais l'exemple, ton enfant est malade, c'est tout de suite la femme qu'on appelle. C'est clair. Est-ce que toi, dans ton activité, t'as déjà porté préjudice? Est-ce que t'as senti un peu... Peut-être au début, parce que j'étais beaucoup plus jeune, comme je disais, le moment où j'ai été diplômée. Et c'est vrai que quand tu te retrouves devant un chef d'entreprise qui a la cinquantaine, toi, tu as 25 ans tout mouillé et tu dis non, il faut faire comme ça, machin, etc. Bon, ça peut être des fois un peu compliqué. C'est vrai que je me suis retrouvée dans des endroits où on m'a demandé un café parce qu'on pensait que j'étais là pour servir le café. Du moment où tu le vis bien,
Oui. Il n'y a pas de sujet. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours dit tu dois être indépendante, tu dois travailler tout pour toi. Enfin, j'ai toujours été élevée dans cette dynamique-là. Donc, je me suis pas véritablement posé de questions et j'ai plutôt essayé de prendre ça plutôt bien et avec de l'humour en disant je vais vous le chercher le café puis on bosse après et non mais c'est des anecdotes mais je veux dire je me suis jamais sentie dévalorisée ou Et à ton avis, est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour qu'il y ait plus de femmes qui arrivent à être experts comptables Est-ce que... Moi, alors, il y a un point, moi, qui m'avait marqué. C'est une de mes collaboratrices qui a eu des jumeaux et qui s'est retrouvée à vouloir revenir bosser. Et finalement, faire garder des jumeaux, c'est infernal. Ça coûte une fortune. Et donc, elle s'est retrouvée empêchée pour des raisons, effectivement... matériel parce qu'elle avait vraiment envie de bosser et voilà donc c'est plus à réfléchir sur peut-être des aides financières enfin des choses à organiser ou mieux organiser. Alors je parle de ça il y a longtemps. Aujourd'hui les pères sont plus impliqués, il y a des congés qui peuvent se partager, enfin il y a des choses qui ont évolué donc je pense qu'on va dans le bon vers sens. oui dans le bon sens. Malgré tout, quand vous êtes une femme, en gros, la grossesse dure 9 mois. À un moment donné, moi, quand j'ai été enceinte, la deuxième fois, mon médecin m'a dit faut arrêter. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et voilà. Mais quelque part, on prend un risque. Donc voilà. J'ai pas de réponse véritablement à faire, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Après. C'est vrai que des fois, on pourrait se mettre une propre barrière en disant, on entend souvent dire que le métier d'expert comptable, il y a un gros volume horaire et que du coup, avec la vie de famille, ça peut être compliqué, notamment quand on est une femme. Tu as dit, effectivement, il y a 9 mois de grossesse, c'est incompréhensible. Ouais. Mais pour autant, c'est pas impossible non plus. Ah, c'est pas impossible puisqu'on l'a fait. Ouais. Mais moi, petite anecdote, j'ai un client qui vient un jour en rendez-vous avec sa femme, c'est un artisan et sa femme s'occupait de la compta. Et je sais pas, on a dû finir le rendez-vous à 20h. Et donc je les raccompagne, je leur dis au revoir et elle me dit ça va machin bon et vos enfants je lui dis oui ils doivent m'attendre. Elle me dit oui on peut pas réussir de partout. Et je dis non je vais y aller moi maintenant. Bon voilà mais c'est vrai que je pense que j'aurais pas été épanouie à me dire il faut qu'à 4h je sois tous les soirs à la sortie de l'école, c'était pas moi. Donc quelque part alors j'espère que mes enfants ont l'air de bien vivre aujourd'hui, donc ça va, mais c'est vrai que je pense que je ne me serais pas épanouie dans cette vie-là. Donc moi, la vie que j'ai eue me convenait très bien, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'aide de l'extérieur qui a fait que mes enfants, ils étaient récupérés à la sortie de l'école, j'arrivais tard, ils avaient mangé, enfin voilà, j'ai eu cette chance-là et je l'ai toujours parce qu'aujourd'hui, j'ai un mari qui... Voilà. Comme ça te dit ça, d'accepter aussi qu'on ne peut pas tout gérer. Voilà, tout gérer. Exactement. Et savoir déléguer. Je pense que c'est valable à la fois dans la vie perso et dans la vie pro. C'est sûr, moi il y a des trucs, je les ai complètement abandonnés. Donc effectivement, voilà, il y a des fois... Souvent, on fait la reproche aux hommes en disant tu sais pas où est ça dans la maison. Moi, c'est moi. Des fois, je sais pas où c'est dans la maison, mais non, je plaisante. Mais c'est pas grave pour autant, et c'est l'accepter. Exactement, c'est l'accepter, c'est vivre avec, et c'est voilà. Aujourd'hui, avec le recul, moi, ce qui m'importe, ce sont mes enfants. Ils sont équilibrés, ils sont épanouis. Voilà, c'est vrai qu'une ou deux fois, quand je suis arrivée à l'école à 4h30, ils étaient en panique en disant il se passe quoi? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, mais aujourd'hui on en rigole et puis je pense qu'ils ont manqué de rien. Voilà. Et maintenant, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu aurais une recommandation à donner à quelqu'un qui hésiterait à passer le diplôme ou qui hésiterait à rentrer dans nos filières L'avantage qu'on a avec ce diplôme, c'est que, comme je le disais au début, on en fait ce qu'on en veut. Du moment où tu as le diplôme, tu t'inscris au tableau, donc tu es expert comptable, et tu peux travailler avec 3 clients, comme tu peux intégrer un gros cabinet, comme tu peux...
voilà, tu peux avoir... Moi, je me souviens, j'avais une prof qui était expert comptable, une prof en MSTCF. Elle bossait sur un marché de niche. Il devait être 2-3 à faire ce type de boulot en France. Et ça lui allait très bien. Et à côté de ça, elle donnait des cours à la fac, etc. Donc, je pense qu'on peut s'organiser comme on veut, si on veut être... Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit plein d'experts comptables qui disent je pars en vacances, je m'occupe de mes enfants, etc. Moi, ça n'existait pas à l'époque. De toute manière, il n'y avait pas de réseaux sociaux quand j'ai commencé, mais globalement, il n'y avait qu'un seul schéma. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un seul schéma. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de schémas qui s'ouvrent, et pourquoi pas, enfin... Oui, c'est aussi Le tout, c'est de s'y un retrouver. avantage de notre métier d'avoir quand même cette souplesse-là, de pouvoir un peu Exactement. s'organiser. Et être au bon endroit, au bon moment, comme les collabs. Enfin, si t'es pas au bon endroit et si tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, ça peut pas marcher. C'est quelque chose qui t'anime aujourd'hui de dire je fais un truc où je m'éclate. Exactement. Non. Moi, j'aime mon boulot. Je veux dire, voir des clients, discuter, les conseiller, etc. Moi, ça me plaît. Tu vois toujours tous tes clients aujourd'hui. Oui, c'est ça qui prend aussi du temps parce que effectivement, je vois tous mes clients. Alors, il y en a plus ou moins longtemps, mais oui, je suis encore très opérationnelle sur mes dossiers. Donc, mais c'est ce qui me plaît. J'ai pas envie d'arrêter parce que c'est aussi ce qui m'anime. Aujourd'hui, c'est pas une journée type, mais je veux dire sur ton travail, sur ton organisation de travail, tu es plutôt dans l'échange, dans la communication, que ce soit avec les clients, avec les collaborateurs. Tu parlais de technique également, sur des révisions, ce genre de choses. Comment ça s'organise, ta journée? Alors, ma journée type, elle démarre avec un café avec mes chefs de mission qui sont au bureau. Alors, c'est tôt en général, parce qu'ils sont là assez tôt, mais voilà, on boit un café ensemble, on discute. Et puis après, ça peut être... Alors, ça dépend aussi des périodes de l'année. Par exemple, la semaine prochaine, j'interviens chez un client, chez un gros client, donc je suis au milieu de mes collabs et je bosse comme eux, voilà. Et après, il y a des journées où, effectivement, je vais régler des problématiques de clim, de savoir effectivement comment on va gérer telle chose, voilà. C'est fini avec le rapprochement, avec son support, voilà. Non, mais c'est très varié, mais j'ai pas une journée où j'ai pas de l'opérationnel avec un collaborateur qui va me poser une question ou qui ne sait pas comment faire sur un dossier ou voilà, Et ça, c'est un souhait que tu veux conserver cet aspect-là, d'être très présente sur tes dossiers. Il faudrait que j'arrive à déléguer quand même un petit peu, c'est sûr. Mais oui, ce côté contact client, effectivement, ça me plaît bien. Donc j'aimerais quand même continuer. Voilà. Si on revient sur les expériences passées, au niveau de... est-ce que tu aurais une erreur que tu as faite, que tu assumes aujourd'hui, qui te dit avec le recul, j'aurais fait différemment, ou en tout cas qui t'a appris quelque chose? Peu importe. Oui. Alors, aujourd'hui, je fais différemment. En fait, je ne réagis plus à chaud. Ça, c'est fini. Parce qu'avant, j'étais un peu du tac au tac. J'avais tendance à me dire, voilà, il y a quelque chose qui m'énerve, j'y vais tout de suite. Voilà. Je me suis ramassée 2-3 fois. J'ai dit, maintenant, c'est fini. Donc, en général, quand il y a un truc qui m'énerve bien, je laisse poser. Ça passe. Et du coup, on a une meilleure vision des choses et on est beaucoup plus, beaucoup plus pertinent dans la réponse qu'on va amener. Parce que agir sous la colère ou sous l'énervement, c'est jamais bon. Je pense que c'est un bon conseil à c'est prendre. Vraiment. Et c'est vraiment ce que je dis aujourd'hui à mes managers. Quand il y a un problème, que ça déboule dans mon bureau, je dis on laisse poser, on en reparle demain, parce que là, on va rien faire. Ouais, ça peut pas toujours effectivement. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça, c'était vraiment un de mes gros défauts, et je pense que j'ai. Voilà. Et maintenant, d'une zénitude absolue. Si tu as un tips, je suis preneuse. Il faut relativiser, voilà, effectivement, remettre dans un contexte. Ça passe finalement. C'est ça. Et puis on peut avoir à un instant donné une parole malheureuse. Je dis ça parce qu'un jour, je ramasse un collaborateur qui arrive en retard et il me dit non, mais je suis passée chez un client qui avait un problème avec je sais pas quoi. Je suis allée chercher les documents. Voilà. Il était toujours en retard, coup de bol. Le jour où je lui tombe dessus, il avait une bonne raison de ne pas être là. Donc voilà. Donc c'est des petits trucs qui font que
voilà, dans des organisations, il faut prendre toute l'info, l'ensemble de l'info, parce que des fois, on n'a qu'un son de cloche, hein, à l'ordre aussi. Hein, souvent, on a ça quand il y a un litige. C'est bien d'avoir les deux versions, parce qu'on se dit, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas possible. Donc voilà, c'est bien d'avoir l'ensemble, d'y réfléchir et d'amener une solution ou des fois de taper du poing sur la table. Parce que, il ne s'agit pas non plus de tout laisser couler. Hein, il faut réagir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir. Je dis qu'il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion, la colère ou l'énervement. Et justement, par retour d'expérience, quand ça t'est arrivé, comment tu gères du coup tu dis, mince, là, je suis allée trop loin. Comment on rétropédale un peu? Ouais, tout simplement. Voilà. En disant, ouais, ça arrive. Ouais, je suis désolée, je m'excuse. Et voilà. Après, on est tous avec des périodes qui sont plus ou moins difficiles. On peut tous, à un moment donné... c'est pas toujours évident, des fois, de le faire entendre aux collaborateurs, parce que pour eux... on est censé être neutre et presque on oublie qu'on n'est pas forcément des machines. Donc c'est pas toujours évident de faire passer que c'était pas forcément contre la personne. Mais voilà, Mais après, nous on l'explique en formation quand on fait des petites formations management ou relations clients. C'est ce que moi j'essaye d'expliquer, que quand un client va mal se comporter ou va mal agir, c'est pas contre vous, c'est parce qu'il a une problématique. Malheureusement, c'est vous qui êtes en face, donc c'est vous qui ramassez, mais c'est pas parce qu'ils vous aiment pas. Voilà, donc il faut arriver aussi à faire comprendre aux gens que voilà, le ressenti se discute jamais. C'est-à-dire que quand il y a un ressenti, la personne elle le ressent, donc on peut pas lui dire non, t'as tort. C'est son ressenti. Après, il faut analyser pourquoi elle ressent ça et qu'est-ce qu'on fait pour justement faire changer ce ressenti ou expliquer pourquoi à un moment donné il y a eu ça. Une grosse part de psychologie, effectivement, dès qu'on parle d'humain. Ah ouais, mais c'est ce qui est moi je trouve c'est ce qui est génial dans le boulot, c'est que justement on travaille avec l'humain. Et c'est ça qui, à mon sens, fait qu'on sera toujours nécessaire, bien qu'on ait plein d'IA de partout. C'est que en fonction de la personne que tu as en face, du client, du collab, etc., sur une même problématique, tu amèneras peut-être pas forcément la même solution, parce que justement, tu prends en compte l'humain, tu prends en compte son appétence ou pas au risque, à plein de choses, ce qui fait que tu vas doser ta réponse et ça va pas être oui ou non. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est sûr. Oui. On arrive à la fin de l'interview. On a encore quand même quelques petites questions. Si tu avais un livre à recommander à avoir lu dans sa vie, quel que soit le thème, pas forcément dans notre... Alors, c'est pas du tout dans notre profession, le livre auquel je pense. Et ça va bien aller avec ce qu'on s'est dit. C'est un livre de Philippe Delerme qui s'appelle « La première gorgée de bière ». Et autres plaisirs minuscules. Et en fait, c'est un bouquin, c'est plusieurs récits qui sont assez poétiques et qui te ramènent à l'essentiel. Qu'est-ce que tu ressens quand tu bois ta première gorgée de bière bien fraîche? Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es couché dans l'herbe un jour? Voilà. Et arriver à se reconnecter au présent et à apprécier les moments présents et ce que tu vis. Et enfin... Je trouve que c'est hyper important parce que moi, j'ai toujours été à toujours voir la suite et à toujours me dire et demain et après-demain et quand je partirai en vacances, etc. Et du coup, tu vis plus ton présent et t'apprécies plus certains moments qui sont peut-être anodins, mais qui vont te procurer un plaisir immense. Donc, il faut lire ce bouquin, vous verrez, c'est bien. Très bien, on va l'ajouter à notre bibliothèque. Recommandation, merci beaucoup. Dernière question, si tu avais le pouvoir et la chance de pouvoir dîner avec la personne que tu pouvais, tu choisirais quelle personnalité? Waouh. Compliqué. Vivante ou morte? Oui, vivante ou morte. Alors, peut-être une femme anonyme qui vit dans un pays compliqué. Par exemple, une Afghane ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que, justement, ça nous remettrait peut-être un petit peu les pieds sur terre. Donc, ouais. Et aujourd'hui, enfin, moi,
quand on voit ce qui se passe, ça me touche. Et je me dis, pouvoir approcher une personne comme ça, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. Ouais. Merci Merci beaucoup pour la Merci. transparence. Merci. Merci beaucoup.